Le propriétaire de l'hôtel se fit passer pour un client cette nuit-là, afin de découvrir qui le volait en silence. La femme de chambre du 8e étage répondit à un appel d'une voix brisée, et en moins d'une minute, l'homme aux bras croisés comprit que la voleuse n'était pas elle. Le couloir du 8e étage du grand hôtel Beaumont sentait le parfum cher, et le silence acheté. Les lumières tamisées des appliques dorées tombaient sur l'épais tapis, de manière à ne laisser aucune ombre. Il était presque minuit, et la ville dehors dormait déjà. Mais à l'intérieur, sous cette douce lumière dorée, deux personnes qui ne s'étaient jamais vraiment croisées étaient sur le point de se heurter de la seule manière qui change le cours des choses. Maxime Beaumont-Dumont, propriétaire absolu de la chaîne hôtelière Beaumont, était appuyé contre le mur du fond du couloir depuis plus d'une heure, vêtu sans ostentation, sans montre visible, sans rien qui puisse le trahir. Toute personne qui passerait par là le prendrait pour un client insomniaque, sorti dégourdir ses jambes. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Il avait passé des semaines à planifier cette nuit. Il était arrivé à l'hôtel, enregistré sous un faux nom. Il s'était logé dans une suite du 7e étage, juste en dessous de l'étage exécutif. Il avait dîné seul au restaurant. Il avait commandé un service en chambre. Il avait observé en silence chaque visage qui traversait son champ de vision, sans que ces visages ne sachent qu'ils étaient évalués par l'homme dont le nom de famille était gravé en bronze à l'entrée du bâtiment. Il avait une raison ancienne, douloureuse, qui l'avait transformé en ce qu'il était maintenant, un homme qui ne faisait confiance à personne de sa propre équipe. Des années auparavant, son propre frère associé avait vidé une partie importante du patrimoine familial avant de disparaître du pays. Maxime avait appris à l'époque une leçon qu'il n'avait plus jamais oubliée. Le voleur vit toujours à l'intérieur de la maison. Et cette nuit-là, après des mois de petites incohérences dans les rapports financiers du Grand Hôtel Beaumont, sa propriété phare, le joyau de la chaîne, il avait décidé de faire ce qu'aucun homme d'affaires sensé ne ferait, s'infiltrer personnellement, sans prévenir personne, pas même Renaud Lefebvre-Fontaine, son directeur historique, l'homme qu'il considérait comme son bras droit depuis tant d'années. Le plan était simple, passer 2 nuits à arpenter les couloirs comme un client anonyme, observer le personnel, identifier le traître. Ce que Maxime ignorait, en attendant appuyé contre ce mur, c'est que le véritable traître était bien plus proche de lui qu'il n'aurait jamais pu le soupçonner, et que la personne qu'il était sur le point de rencontrer dans le couloir, la personne qu'il avait décidé de surveiller en premier pour une raison qu'il ne se rappelait presque plus, était exactement la seule personne de l'étage qui, cette nuit-là, allait lui sauver tout ce qu'il croyait avoir perdu. Au bout du couloir, une porte de service s'ouvrit. Valérie Sinclair en sortit, poussant un chariot de serviettes pliées. Mère célibataire, femme de chambre depuis des années dans cet hôtel, femme au mouvement discret et à la mémoire entraînée, qui se souvenait de chaque détail de chaque chambre qu'elle nettoyait. Elle portait les cheveux attachés avec une simple pince, le tablier blanc impeccable et la posture droite de celle qui sait que l'invisibilité fait partie du travail. Maxime la regarda depuis son coin. Il nota mentalement l'heure, mentalement la direction des pas. Il nota mentalement la chambre devant laquelle elle s'arrêta. La suite 814. La suite 814 lui disait quelque chose, mais il ne se rappelait plus quoi. Valérie frappa à la porte de 2 coups doux. Elle attendit, frappa de nouveau, puis utilisa la clé de service et entra. La porte resta entr'ouverte. Maxime entendit de loin la voix fragile d'une femme âgée qui saluait la femme de chambre avec une affection qui n'avait rien de protocolaire. « Madame Odette, je vous ai apporté vos serviettes et les médicaments que vous avez demandés à la réception cet après-midi. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ah, Valérie, ma fille. Entrez, entrez, ma chérie. » Maxime fronça les sourcils. Ma fille, ce n'était pas le salut d'une cliente à une employée, c'était autre chose. C'était un salut d'appartenance. Il sortit discrètement son téléphone de sa poche, chercha dans le système interne de l'hôtel, auquel il avait un accès complet depuis son téléphone privé. Sans que personne de l'équipe ne le sache, l'enregistrement de la suite 814, et en le voyant, il sentit quelque chose se glacer en lui. Madame Odette Dubois, cliente permanente. Elle vivait dans cette suite depuis des années, mais il y avait quelque chose d'étrange dans le rapport, quelque chose qu'il n'avait jamais lu, parce qu'il n'avait jamais descendu aux détails des comptes individuels des clients permanents. C'étaient les affaires du directeur Renaud, quelque chose qui maintenant, tout à coup, brillait sur l'écran du téléphone comme une alarme silencieuse. Le compte mensuel de Madame Odette avait des frais qui ne correspondaient pas à son profil, des services de spa qu'elle n'avait jamais utilisés, des dîners au restaurant à des heures où elle ne descendait jamais, des bouteilles de vin cher consommées dans des chambres qui n'étaient pas les siennes. Maxime resta à regarder l'écran. Ce compte était gonflé de frais fantômes depuis des mois. Et puis, avant qu'il ne puisse traiter ce qu'il voyait, il entendit autre chose. À l'intérieur de la suite,
La voix fragile de Madame Odette monta d'un ton. Elle passa du salut affectueux à quelque chose de différent, quelque chose qui sonnait comme de l'inquiétude. « Ma fille, j'ai reçu une autre facture de l'hôtel encore. Sais-tu ce qui se passe? Je ne suis pas sortie de cette chambre depuis une semaine, ma fille. Mais sur mon compte, il y a des frais pour des choses que je n'ai pas demandées. Que dois-je faire, Valérie? Je n'ai plus où prendre. » Il y eut un silence. Puis la voix de Valérie répondit bas, très bas, si bas que Maxime dut avancer de 2 pas dans le couloir pour l'entendre. « Madame Odette, ne vous inquiétez pas. Cette nuit, je vais me renseigner. Je vous le promets. Mais s'il vous plaît, ne signez rien avant que je ne vous reparle. Et si quelqu'un du personnel frappe à votre porte à des heures indues, n'ouvrez pas. M'entendez-vous? Valérie, ma fille, que se passe-t-il dans cet hôtel? Madame Odette, je ne peux pas encore vous le dire, mais faites-moi confiance. » Comme je vous fais toujours confiance? Maxime serra le téléphone dans sa main. Le sang lui monta à la tête, comme je vous fais toujours confiance. Ces mots avaient un poids qu'il ne pouvait pas encore déchiffrer. Valérie sortit de la suite, ferma la porte avec précaution et appuya un instant son front contre le bois. Maxime, du fond du couloir, put voir le geste. La femme de chambre respira profondément. Puis elle se redressa, reprit le chariot et commença à marcher vers la porte de service. Mais avant d'atteindre l'ascenseur, son téléphone sonna, une sonnerie basse, presque honteuse, dans la poche de son tablier. Valérie le sortit en hâte, regarda l'écran et, en voyant qu'il appelait, tout le corps de la femme changea. Maxime le remarqua. Il nota comment ses épaules se tendirent, comment sa main libre s'appuya contre le mur du couloir pour se soutenir, comment sa respiration devint courte. Elle répondit. « Allô? Oui, c'est moi, oui. Pause. Comment? Comment dites-vous? Pause plus longue. Mais docteur, ce n'est pas possible. J'ai payé l'ordonnance il y a 2 jours. J'ai laissé le reçu dans le tiroir de la pharmacie. La voix de Valérie se brisa. Elle se fendit en 2 comme un verre fin. Maxime, de son coin, resta très immobile. Cette femme écoutait quelque chose à l'autre bout du fil qui la faisait s'effondrer en silence au milieu d'un couloir d'hôtel 5 étoiles. « Docteur, s'il vous plaît, ne suspendez pas la médication d'Antoine ce soir. J'irai à la pharmacie demain à la 1re heure. Je vous jure que j'irai, mais ne la suspendez pas, s'il vous plaît. » Une autre pause plus longue, plus dense. « Combien? » Pause. « Combien exactement? » Pause. Et alors Valérie Sinclair, la femme qui pendant des années avait été invisible à cet étage, appuya son dos contre le mur du couloir et glissa lentement jusqu'à s'asseoir par terre, le téléphone toujours collé à l'oreille et les yeux pleins de larmes qu'elle ne se permettait pas de laisser couler. « Docteur, je vous promets que j'irai demain. Demain sans faute, ne suspendez juste pas la médication ce soir. » Elle coupa l'appel, elle resta assise par terre, porta sa main libre à sa bouche pour ne pas faire de bruit et leva alors les yeux et vit, debout au fond du couloir, un client inconnu qui l'observait les bras croisés. Valérie se redressa immédiatement, s'essuya les yeux du revers de la main, réajusta son tablier, fit tout ce que le manuel du Grand Hôtel Beaumont lui avait appris à faire lorsqu'un client la trouvait à un moment où il n'aurait pas dû la voir, mais quelque chose en elle, cette nuit-là, ne parvint pas à se recomposer entièrement. « Excusez-moi, monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? Si vous me permettez, je vous apporte ce qu'il vous faut, dans un instant. Madame. » La voix de l'homme du fond sortit tranquille, basse, sans aucun ton d'exigence. « Je n'ai besoin de rien. J'étais juste ici. Excusez-moi de vous avoir vu à ce moment-là. Ce n'était pas mon intention. » Valérie hocha la tête, ramassa le chariot, fit le geste de se retirer, mais avant qu'elle ne puisse passer à côté du client, l'homme parla de nouveau, cette fois d'une voix qui avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas de la curiosité de client, quelque chose qu'elle, sans savoir pourquoi, identifia instantanément comme dangereux. « Madame, une seule question. La dame de la suite 814 a-t-elle des problèmes avec son compte depuis longtemps ?» Valérie s'arrêta net et sut, à cet instant exact, que l'homme aux bras croisés au fond du couloir du 8e étage n'était pas un client ordinaire, et que la question qu'il venait de poser la plaçait, cette nuit-là, face à la plus grande décision de sa vie d'adulte. Valérie resta immobile au milieu du couloir, les mains serrées sur le chariot. L'homme du fond n'avait pas bougé, il restait les bras croisés, avec ce regard qui n'était pas celui d'un client, attendant une réponse qu'elle n'avait pas encore décidé de lui donner. Une partie de Valérie, la partie prudente, celle qui pendant des années avait appris à survivre en gardant le silence, lui criait de l'intérieur de mentir, de dire qu'elle ne comprenait pas la question, de se retirer courtoisement, d'aller pleurer dans les toilettes du personnel et de recommencer le jour suivant comme si de rien n'était. Mais l'autre partie de Valérie, celle qui venait d'entendre le médecin lui dire qu'ils allaient suspendre la médication d'Antoine cette même nuit, celle qui venait de promettre à Madame Odette qu'elle allait découvrir ce qui se passait. La partie qui depuis des mois portait des questions qu'elle n'osait pas poser à voix haute, cette partie-là,
lui dit autre chose. Elle lui dit que c'était peu, être la dernière chance que la vie allait lui donner de parler. Elle respira profondément. « Monsieur, excusez-moi, pourquoi demandez-vous des nouvelles du comte de Madame Odette ?» L'homme du fond hésita à peine une fraction de seconde, puis il fit 2 pas en avant, sortit de la zone sombre de l'applique dorée et, pour la première fois, Valérie put le voir sous une lumière un peu meilleure. Ce n'était pas un jeune client, ce n'était pas un homme nerveux, c'était un homme mûr, d'une présence tranquille, de ceux qui ont commandé pendant des années sans avoir besoin d'élever la voix. Et à cet instant, en le regardant de près, Valérie comprit quelque chose de plus. Elle avait déjà vu ce visage, quelque part, sur un document de l'hôtel, sur un tableau du hall, sur une brochure d'entreprise qui avait circulé un jour parmi le personnel. « Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être possible, madame, » dit l'homme d'une voix basse et ferme. « Je m'appelle Maxime Beaumont-Dumont et cet hôtel est le mien. » Valérie porta sa main libre à sa bouche. Tout son corps trembla. Elle porta ses 2 mains à sa poitrine, puis à son tablier, puis de nouveau à sa bouche. Pendant une fraction de seconde, elle fut incapable de parler. « Monsieur Beaumont-Dumont, tranquille, madame. S'il vous plaît, je ne suis pas venu pour vous effrayer. Je suis venu pour comprendre. Cette nuit, je suis dans mon propre hôtel déguisé en client pour une raison très concrète. Et je vais vous demander, avec tout le respect que vous méritez après ce que je viens de voir, de me faire confiance pendant les prochaines minutes. Ce que vous déciderez de me dire ou de ne pas me dire n'affectera pas votre travail. Je vous donne ma parole. Et ma parole dans cet édifice est la seule chose qui vaille plus que ma signature. » Valérie essaya de répondre, sa voix ne sortit pas, elle hocha la tête. Maxime continua de parler avec le même calme. « J'ai entendu une partie de votre appel avec le médecin. Je n'ai pas voulu écouter, mais je l'ai entendu. Et avant que vous ne me demandiez pourquoi un homme comme moi se soucie de ce qui arrive cette nuit à une employée de son hôtel, je vais vous répondre avant que vous ne le demandiez. Parce que depuis des années, quelque chose ne me convient pas dans cet immeuble. Et parce que la femme qui est à l'intérieur de la suite 814, Madame Odette, vient d'apparaître sur un écran avec un compte qu'elle ne devrait pas avoir, un compte gonflé de frais qu'elle n'a jamais demandé. Et parce que quand vous êtes entré dans cette suite il y a 10 minutes, elle vous a traité comme si vous faisiez partie de sa famille. Et cela m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. » Valérie s'appuya contre le mur, ses jambes la soutenaient à peine. Elle sentait le téléphone serré contre sa paume, comme si la voix du médecin était encore à l'autre bout. « Monsieur Beaumont-Dumont, Madame Odette est comme ma famille. Je la connais depuis de nombreuses années. Avant que je n'entre travailler dans cet hôtel, Madame Odette et son défunt mari ont connu ma mère, que son âme repose en paix. Quand ma mère est décédée et que je me suis retrouvé seul avec un fils nouveau-né, c'est Madame Odette qui m'a aidé à obtenir ce travail. Je dois à cette dame le peu que j'ai, et depuis des mois, monsieur, il se passe quelque chose avec son compte, et avec d'autres comptes aussi, des comptes de clients âgés et de clients permanents qui ne sortent pas de leur chambre. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, monsieur. Mais j'avais peur de parler parce que mon fils Antoine dépend d'un médicament qui coûte l'équivalent d'un salaire entier. Et si je perds ce travail, mon fils perd son traitement. » Maxime l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il respira profondément. Sa mâchoire était serrée. « Madame, dites-moi votre nom. »« Valérie Sinclair. »« Monsieur, Madame Valérie, votre fils Antoine aura sa médication ce soir. Ne me demandez pas comment, faites-moi juste confiance. Et à partir de ce moment, ce jeune homme aura sa médication tous les mois que la vie lui exigera, sans que vous ayez jamais plus à demander à un médecin de ne pas la suspendre. Cela proviendra de la fondation d'entreprise que ma propre société maintient pour les cas sociaux et qui jusqu'à présent ne vous a jamais été offerte, car personne dans ma direction n'a jugé important de vous en parler. » Valérie porta ses 2 mains à son visage. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle puisse les éviter. Ce n'était pas un sanglot bruyant, c'était le sanglot silencieux, ancien, contenu pendant des mois, d'une femme qui recevait enfin un soulagement qu'elle n'espérait jamais recevoir. Mais Maxime ne la laissa pas s'enfoncer dans l'émotion. Il lui parla avec la douce fermeté des hommes qui comprennent que ce n'était pas encore le moment de se reposer. « Madame Valérie, j'ai besoin que vous me racontiez tout, mais avant, j'ai besoin que vous me répondiez une seule chose avec une honnêteté absolue, même si la réponse vous semble dangereuse. »« Oui, monsieur. Qui, dans cet hôtel, vous donne des ordres concernant les chambres des clients permanents? Qui est la personne qui signe les mouvements des comptes de Madame Odette et des autres clients âgés que vous venez de mentionner ?» Valérie déglutit. Elle savait que prononcer ce nom à voix haute devant le propriétaire de l'hôtel dans le couloir du 8 étages, à presque minuit, pouvait lui coûter tout ce qu'elle avait construit jusqu'alors, mais elle savait aussi, avec une nouvelle clarté, que le taire lui coûterait quelque chose de bien pire. Elle le dit, « Monsieur Renaud Lefebvre-Fontaine, monsieur, le directeur général de cet hôtel. » Maxime Beaumont-Dumont ne bougea pas, ne scia pas. Il ne fit aucun geste, mais à l'intérieur, en silence, il sentit 20 ans de confiance aveugle
commençait à s'effondrer au ralenti. Renaud, l'homme qu'il avait considéré comme son bras droit avant d'hériter de la chaîne, l'homme qui avait été aux côtés de son père lors de la fondation du premier hôtel de la famille, l'homme qui était le parrain de sa fille aînée, l'homme qu'il n'avait jamais, même dans ses pensées paranoïaques les plus sombres, mis sur la liste des suspects. C'était lui, Madame Valérie. La voix de Maxime sortit rauque, différente. « J'ai besoin que vous ne rentriez pas chez vous cette nuit par la porte principale. J'ai besoin que vous preniez vos affaires dans le vestiaire du personnel sans passer par le bureau de la direction. Et j'ai besoin que demain, à la première heure, vous vous présentiez à l'adresse que je vais vous envoyer sur votre téléphone portable tout de suite. Il y aura quelqu'un qui vous attendra, une avocate de ma pleine confiance. Elle s'appelle Camille Rousseau. Vous lui raconterez tout ce que vous venez de me raconter et bien plus encore. Comprenez-vous? Je comprends, monsieur. Une dernière chose. Oui, monsieur. Monsieur Aurélien, le vieux concierge du hall. Le connaissez-vous? Valérie hocha la tête. Monsieur Aurélien, c'est des choses qu'il n'a jamais racontées à personne. Si vous lui faites confiance, dites-lui cette même nuit, avant de quitter l'immeuble, que Beaumont veut voir ce qu'il garde. Seulement ça, Beaumont veut voir ce qu'il garde. Il comprendra. Valérie hocha de nouveau la tête, les yeux encore humides. Maxime se retourna pour se retirer. Mais avant de traverser la zone sombre du couloir, il s'arrêta, il se tourna par-dessus l'épaule, la regarda. Madame Valérie, cela fait des années que je n'ai pas entendu une personne de mon propre hôtel me dire la vérité. Cette nuit, sans le savoir, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu. Et cela, madame, ne se paie pas avec un salaire. Il marcha jusqu'à l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Il entra. Les portes se refermèrent. Valérie resta seule dans le couloir, toujours appuyée contre le mur, le téléphone à la main et les yeux pleins de larmes. Mais en elle, pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait pas de peur. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il y avait le sentiment fragile mais réel que cette nuit une autre histoire venait de commencer et que l'histoire qui venait de se clore, l'histoire de la femme qui se taisait pour survivre, ne s'ouvrirait plus jamais. À plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage, Renaud Lefebvre-Fontaine terminait un appel téléphonique avec son neveu Marc. Il souriait. Il venait de boucler un autre compte gonflé pour la suite, 814. Madame Odette, disait-il en riant, était le puits le plus prévisible de tous. Renaud ne savait pas, en raccrochant le téléphone et en se servant un court verre du buffet, que dans le couloir du 8e étage, une femme de chambre venait de prononcer son nom devant le seul homme au monde qui ne lui pardonnerait jamais cela. Valérie poussa le chariot vers l'ascenseur de service, son cœur lui battant les côtes comme un poing sans maître. Le couloir du 8e étage restait vide. Les appliques dorées étaient toujours allumées, le tapis continuait d'absorber chaque pas, mais la femme qui avançait maintenant vers la porte du fond n'était pas la même femme qui était sortie du vestiaire du personnel cet après-midi-là. Cette femme n'existait plus. Celle qui avançait maintenant en était une autre, une qui portait le nom de Renaud Lefebvre-Fontaine, prononcée à voix haute et toujours suspendue dans l'air du couloir. Une qui avait reçu des instructions précises du seul homme de l'immeuble dont la parole valait plus que n'importe quelle signature. Les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent. Valérie entra. Elle appuya sur le bouton du sous-sol. Tandis que les portes se refermaient, elle répéta mentalement, mot pour mot, la phrase exacte que Maxime lui avait demandé de dire au vieux concierge du hall. Beaumont veut voir ce qu'il garde. Seulement ça. Sans plus, sans explication, l'ascenseur descendit en silence. Valérie se regarda dans le miroir latéral, réajusta son tablier, s'essuya les traces de larmes du revers de la main. Quand les portes s'ouvrirent au sous-sol, on ne la voyait plus avoir pleuré. Elle traversa le couloir de service, monta par l'escalier latéral jusqu'au hall principal. Le hall à cette heure était déjà presque vide. Seuls 2 clients lointains consultaient quelque chose à la réception et, près du comptoir, une silhouette qui connaissait chaque millimètre de cet immeuble avant même qu'elle ne naisse. Monsieur Aurélien Mercier, le concierge historique du Grand Hôtel Beaumont, homme qui passait des décennies dans ce hall, finissait de plier un journal quand il vit Valérie s'approcher. Il leva à peine le regard et, pour une raison qu'elle ne comprit pas au premier moment, les vieux yeux du concierge restèrent fixés sur son visage comme s'il l'attendait déjà. « Monsieur Aurélien, dites, ma fille. » Valérie regarda brièvement de chaque côté. La réceptionniste de nuit était occupée avec l'un des clients. L'autre client avait des écouteurs, personne ne les regardait. Elle approcha ses lèvres du comptoir, baissa la voix. « Monsieur Aurélien, Beaumont veut voir ce que vous gardez. » Le concierge ne répondit pas immédiatement. Pendant une seconde entière, son visage ne montra aucune émotion. Puis, très lentement, il posa le journal plié sur le comptoir, posa ses 2 mains sur le bois et exhala un long souffle qu'il semblait avoir retenu dans sa poitrine pendant de nombreuses années. « Ma fille, êtes-vous sûre de ce que vous me dites ?»« Je suis sûr, monsieur Aurélien.
Il m'a demandé lui-même de vous dire cette phrase. Cette nuit, dans le couloir du 8e étage, il était avec moi. Des choses se sont passées, Monsieur Aurélien, quelque chose que je ne peux pas vous raconter ici. Le concierge hocha la tête, porta sa main à la poche intérieure de sa veste, en sortit un mouchoir blanc, le déplia, s'essuya le front d'un petit geste silencieux. Quand il regarda de nouveau Valérie, il y avait dans ses yeux un mélange de soulagement et de fatigue qu'elle n'osa pas déchiffrer. Il y a plus de 15 ans que j'attends cette phrase, ma fille. Valérie sentit quelque chose lui parcourir l'échine. Cette réponse lui disait, sans qu'il soit besoin d'explication, que le vieux concierge avait soupçonné pendant bien plus longtemps qu'elle n'aurait jamais imaginé et que lui aussi, à sa manière, avait attendu une nuit comme celle-ci. Monsieur Aurélien, saviez-vous, je ne sais rien, ma fille, je ne fais que garder. Mon métier est de garder. Ce qu'un vieux concierge garde dans un tiroir de sa maison, personne ne le cherche. Et c'est exactement ce qui fait qu'un jour cela serve. Monsieur Aurélien lui fit un petit geste de la main pour qu'elle se retire. Il lui dit à voix basse avant qu'elle ne s'éloigne du comptoir, « Allez tranquille, ma fille. Je m'occupe de mon affaire et remercier Monsieur Beaumont-Dumont de ma part d'avoir fait confiance à ce vieil homme après tant d'années, à ne faire confiance à presque personne. » Valérie hocha la tête, se retira, ramassa ses affaires dans le vestiaire du personnel, sans passer par le bureau de la direction, exactement comme Maxime lui avait demandé. Et quand elle sortit du grand hôtel Beaumont par la porte latérale de service, la rue était froide, vide, et la ville continuait de dormir, sans savoir qu'à l'intérieur de cet immeuble, une autre histoire venait de commencer. À quelques pâtés de maison de là, dans un appartement modeste d'un quartier aux rues étroites, Antoine Sinclair ne pouvait pas dormir. Le jeune homme, fils unique de Valérie, avait passé plus d'1 heure à se retourner dans son lit, regardant le plafond. La lumière tamisée de la rue entrait par le volet baissé de sa chambre et dessinait de fines bandes sur le mur. Antoine savait que sa mère était en service de nuit à l'hôtel. C'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était l'étrange fatigue qui lui pesait cette nuit. Une sensation nouvelle dans la poitrine, quelque chose qu'il ne savait nommer, mais qu'il reconnaissait la sensation d'un jour où sa mère arriverait différent. À côté de lui, sur la table de chevet, le flacon de sa médication était presque vide. Antoine savait exactement combien de comprimés restaient. Il le savait parce qu'il avait appris très jeune à compter ce qui maintenait sa vie. 4 pilules, 2 pour le lendemain, 2 pour le surlendemain, puis rien. Puis cela dépendait de sa mère, et sa mère cette nuit-là avait son téléphone éteint depuis un moment. Ce n'était pas normal non plus. Le jeune homme s'assit dans son lit, s'assit sur le bord, resta longtemps à regarder le flacon, puis prit son téléphone, composa le numéro de sa mère, cela sonna et sonna et sonna jusqu'à ce que finalement la voix de Valérie, plus brisée que d'habitude, réponde. « Ma vie, maman, tu ne répondais pas. Où es-tu ? Je rentre à la maison, mon fils. Je viens de sortir. Il est tard pour ta sortie, maman. » Il y eut une pause de l'autre côté, une pause qu'Antoine reconnut aussitôt, la pause que sa mère faisait quand elle décidait combien raconter et combien taire. « Maman, il s'est passé quelque chose ? Il s'est passé beaucoup de choses, ma vie, bonnes ou mauvaises, » un autre silence. Et puis une réponse que le jeune homme n'avait jamais entendue sortir de la bouche de sa mère avec ce calme. « Mon fils, je ne sais pas encore bien, mais cette nuit, il m'est arrivé quelque chose qui change beaucoup de choses. Je ne vais pas te mentir, mais je ne peux pas tout te raconter par téléphone non plus. Je te le raconterai quand j'arriverai. Oui, maman, tu t'es fait virer ? Non, ma vie, au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le premier jour depuis des années où quelqu'un dans cet hôtel m'a vraiment vu. » Antoine porta sa main libre à son visage. Il ne sut pas quoi répondre. Cette phrase avait un poids que sa mère ne lui avait jamais permis de porter auparavant. Quelqu'un m'a vraiment vu. Tant d'années d'invisibilité, tant d'années pendant lesquelles il avait senti, sans pouvoir le dire, que le monde traitait sa mère comme si elle n'existait pas. « Maman, viens vite. You weiß ma vie. » Le jeune homme coupa l'appel, se leva du lit, marcha jusqu'à la cuisine, se servit un verre d'eau et, tandis qu'il buvait, au milieu de ce silence nocturne, il entendit à la porte de l'appartement un son qui n'appartenait pas à cette heure, 3 coups secs, lents, espacés, comme les coups de quelqu'un qui sait exactement à quelle porte il frappe. Antoine resta très immobile. Sa mère était encore en chemin, et personne d'autre n'avait de raison de frapper à la porte de cet appartement à cette heure. Il marcha lentement jusqu'au Judas, y posa l'œil et vit, de l'autre côté, un jeune homme qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Costume sombre, sac à dos sur l'épaule, la posture de celui qui cherche quelqu'un de spécifique. Le jeune homme de l'autre côté frappa de nouveau 3 coups, exactement identiques au précédent, et il dit d'une voix qui filtra par la fente de la porte. « Famille Sinclair, je suis du laboratoire Pradel Vasquez. Je viens livrer un envoi urgent. J'ai ordre de ne pas partir sans que le colis ne soit reçu. » Antoine porta la main à sa poitrine. Le laboratoire Pradel Vasquez
était le laboratoire qui produisait sa médication. La médication que le médecin avait annoncée quelques heures plus tôt allait être suspendue. Et à cette heure, jamais un laboratoire ne livre rien en main propre. Pendant ce temps, dans une rue du centre-ville, Maxime Beaumont-Dumont marchait en serrant son téléphone contre son oreille. Il parlait à voix basse mais ferme. « Camille, j'ai besoin que tu prépares tout pour demain à la première heure. Une femme nommée Valérie Sinclair arrivera à ton bureau. Elle sera notre meilleure source. Je veux que tu la traites comme si c'était un conseiller senior de la chaîne. Tu m'as bien comprise? Comme si c'était un conseiller senior, pas une employée. » De l'autre côté de la ligne, Camille Rousseau, auditrice interne d'entreprise de la chaîne Beaumont, femme d'une rigueur chirurgicale qu'il avait embauchée il y a des mois, précisément pour des situations comme celle-ci. Elle écoutait avec la concentration froide de ceux qui comprennent qu'ils entrent dans une grande affaire. « Maxime, quel est le poste de cette dame aujourd'hui ?» Il y eut un bref silence de l'autre côté. Femme de chambre, Camille. Camille mit 2 secondes à répondre. Quand elle le fit, ce fut sans surprise. Compris, Maxime. Je la recevrai comme un conseiller senior. Autre chose? Oui. Appelle maintenant la fondation d'entreprise pour qu'elle libère le fonds d'urgence médicale. Cette même nuit, un mineur nommé Antoine Sinclair a besoin d'une médication urgente. Mobilise tout. Que le laboratoire Pradel Vasquez lui fasse parvenir l'envoi cette nuit, quelle que soit l'heure, et que le coût soit viré directement depuis le compte de l'entreprise, pas depuis le compte de l'hôtel. Sous aucun prétexte, la direction du Grand Hôtel Beaumont ne doit être avisée de ce mouvement. Tu m'as bien comprise, Camille? Sous aucun prétexte. Je t'ai entendu. Je le fais tout de suite. Maxime raccrocha, continua de marcher. La ville autour lui parut, pour la première fois depuis des années, un endroit qu'il ne contrôlait pas entièrement, mais aussi pour la première fois depuis des années, un endroit où quelque chose pouvait encore être sauvé. De retour à l'appartement de la famille Sinclair, Antoine ouvrit la porte en laissant la sécurité, sans enlever la chaîne. Le jeune homme au costume sombre inclina la tête avec respect. Il tenait une enveloppe scellée dans une main et un petit paquet réfrigéré dans l'autre. « Excusez-moi l'heure, jeune homme. J'ai ordre de ne livrer cet envoi à personne d'autre que le destinataire ou un membre direct de la famille. C'est une médication à continuité stricte. Nous avons appelé le téléphone de votre mère et elle n'a pas répondu. Nous sommes venus directement. Si vous me signez la réception, je dépose le colis ici même et je me retire. » Antoine regarda l'enveloppe. Sur l'expéditeur, il était écrit en lettres claires « Fondation d'entreprise Beaumont, unité d'urgence sociale ». Le jeune homme sentit le monde s'incliner d'1 degré. Beaumont, la chaîne hôtelière où sa mère travaillait, l'entreprise qu'il avait imaginée pendant des années comme un bâtiment froid de l'autre côté de la ville, où personne ne se souvenait que sa mère existait. Et de cette même entreprise, cette même nuit, arrivait à la porte de l'appartement un colis de médication portant le nom de sa mère écrit sur le côté. Antoine signa la réception, la main encore tremblante. Le jeune homme du laboratoire lui remit le colis réfrigéré, lui fit une petite révérence professionnelle et se retira sans rien dire de plus. Le jeune homme ferma la porte, resta immobile dans le couloir de l'appartement, le colis entre les mains. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, parfaitement conservé, se trouvait la médication dont il aurait besoin pour les prochains mois. Et à côté de la médication, une petite carte imprimée avec une seule ligne écrite à la main, pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère. MB. Antoine lut la carte 3 fois, et alors, la carte serrée contre sa poitrine, il entendit la clé de sa mère tourner dans la serrure de la porte principale. Valérie entra dans l'appartement. Elle avait les yeux fatigués. Elle avait le visage d'une nuit de 100 ans, mais quand elle vit son fils debout au milieu du couloir, la boîte du laboratoire entre les mains et la carte sur la paume, elle sut, sans avoir besoin de demander, que quelque chose dans ce foyer venait de changer pour toujours. Mère et fils se regardèrent en silence. Et alors Antoine, d'une voix brisée, dit seulement « Maman, qui est MB ?» Valérie sentit l'air lui quitter la poitrine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna de nouveau. La sonnerie coupa le silence de l'appartement comme un couteau. C'était un message de Camille Rousseau. 2 lignes. « Madame Valérie, je vous attends demain à mon bureau, et s'il vous plaît, apportez avec vous tout document que vous avez concernant les mouvements de la suite 814. » Cette nuit, un client de l'hôtel Beaumont a tenté d'annuler sans préavis la réservation de Madame Odette Dubois. L'opération a été stoppée à temps, mais elle n'est plus en sécurité dans cet hôtel. Valérie porta sa main libre à sa bouche. Renaud Lefebvre-Fontaine venait de déplacer la première pièce pour se débarrasser de la preuve vivante. Et la preuve vivante était une vieille dame sans défense qui vivait seule dans la suite 814 du Grand Hôtel Beaumont. Valérie lut le message de Camille 3 fois avant de bouger. Puis elle leva les yeux vers son fils, qui restait debout dans le couloir de l'appartement, le colis du laboratoire entre les mains
et la carte serrée contre sa poitrine. Elle dit « Je dois retourner à l'hôtel maintenant. Maman, tu viens juste d'arriver. Je sais, Antoine, mais il y a une personne dans cet hôtel qui est seule, une personne qui m'a protégé quand j'avais ton âge et cette nuit, ils ont essayé de la faire sortir de sa chambre sans prévenir. » Antoine ne demanda plus rien, baissa les yeux vers le colis, puis regarda sa mère et pour la première fois de la nuit, sur le visage du jeune homme apparut quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la peur, c'était la décision adulte d'un fils qui comprend, en une fraction de seconde, que sa maman ne demande plus la permission de vivre. « Vas-y maman, je range ça au frigo. Prends soin de Madame Odette. Je vais bien ici. » Valérie s'approcha, lui embrassa le front, lui caressa la nuque de sa main libre, lui murmura quelque chose qu'Antoine allait se souvenir toute sa vie, bien qu'aucun des deux ne le sût encore. « Ma vie, si cette nuit je n'arrive pas pour le petit déjeuner, prends cette carte que tu as en main, celle qui dit MB. Appelle le numéro au dos de la carte, et tu dis à cette personne sans trembler que tu es le fils de Valérie Sinclair. Cette personne prendra soin de toi. » Antoine hocha la tête en silence. Il avait les yeux brillants, mais ne laissa pas couler une seule larme. Il se rendit compte que cette nuit, sa mère le traitait pour la première fois comme un adulte et comprit que la seule manière correcte d'honorer ce traitement était de répondre avec la dignité de l'adulte qu'elle voyait. Valérie sortit de l'appartement. Le grand hôtel Beaumont, à cette heure-là, ressemblait déjà à un autre bâtiment. Le hall principal était à moitié éteint. La réceptionniste de nuit, Sophie Duval, leva les yeux quand elle vit Valérie entrer par la porte latérale de service. À la mine de la femme de chambre, Sophie comprit immédiatement que quelque chose d'important se passait dans l'immeuble. Valérie traversa le hall sans saluer, appela l'ascenseur de service, monta aux 8 étages. Quand les portes s'ouvrirent, elle trouva le couloir différent. 2 hommes du personnel de sécurité étaient postés devant la porte de la suite 814. L'un d'eux était un garde qu'elle avait rarement vu, jeune et au regard nerveux. L'autre était un homme plus âgé, d'une présence tranquille, qu'elle n'avait jamais vu dans cet immeuble. Valérie s'approcha. Le jeune garde fit un pas en avant et lui barra le passage. « Femme de chambre, cette chambre est sous contrôle de sécurité. Sur instruction de la direction. On ne peut pas entrer et la cliente, Madame Odette, va bien ? La cliente est transférée vers une autre propriété de la chaîne pour des raisons administratives. Elle est déjà en train d'être notifiée. » Valérie sentit le sang lui monter au visage. « Transférée par qui cette nuit, à cette heure ?» Le jeune garde hésita, il allait répondre, mais avant qu'il ne puisse articuler un mot, l'autre homme, le plus âgé, celui à la présence tranquille, fit un pas en avant et parla pour la première fois. « Madame Sinclair, mon nom est Damien Bernard. Je suis le nouveau chef de la sécurité de nuit de la chaîne. Je suis arrivé il y a 40 minutes sur ordre direct de Monsieur Beaumont-Dumont. Cette chambre n'est plus sous le contrôle de la direction de l'hôtel. Elle est sous mon contrôle, et la cliente ne va nulle part. » Le jeune garde pâlit. Damien se tourna vers lui avec un calme professionnel. « Je vous invite à regagner votre poste dans le hall. Votre présence n'est plus nécessaire à cet étage. Et s'il vous plaît, informez Monsieur Lefebvre-Fontaine, s'il vous demande, que la suite 814 est stable et que la cliente y restera cette nuit. » Le jeune garde hocha la tête sans bien comprendre ce qui se passait. Il marcha vers l'ascenseur. Les portes se refermèrent derrière lui. Damien Bernard regarda Valérie avec respect. « Madame, Monsieur Beaumont-Dumont m'a donné des instructions claires. Vous avez un accès libre à cette suite. Madame Odette est déjà au courant de ce qui s'est passé. Elle va bien. Elle vous attend. » Valérie hocha la tête. Elle réajusta son tablier, s'approcha de la porte, frappa doucement avec les phalanges. « Madame Odette, c'est moi. » La voix fragile de l'autre côté répondit aussitôt. « Entrez, ma fille, entrez. » À l'intérieur de la suite, Madame Odette Dubois était assise sur le canapé du salon, avec une couverture sur les jambes et une tasse de thé entre les mains. Elle avait les cheveux blancs relevés en un chignon impeccable malgré l'heure. Quand elle vit Valérie entrer, elle lui tendit sa main libre avec le calme d'une vieille aristocrate. « Venez, ma fille, asseyez-vous ici avec moi. » Valérie s'assit sur le bord du canapé, lui prit la main. Les mains d'Odette étaient fines, froides, anciennes, comme un papier à lettres conservé dans un tiroir. « Madame Odette, vous ont-ils fait quelque chose ?»« Non, ma fille, ils ne m'ont rien fait. Des hommes de l'hôtel sont arrivés il y a un instant. Ils m'ont dit que je devais déménager dans une autre propriété de la chaîne, que c'était pour mon bien. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que c'est ma maison, que je suis ici depuis des années et que s'ils voulaient me faire partir, ils devaient appeler mon avocat. » Ils se sont regardés un instant. Et puis ce nouveau monsieur de la sécurité est arrivé, celui du couloir. Il leur a demandé de partir et ils sont partis. Ma fille, sans discuter, comme des chiens qui reçoivent un ordre d'un nouveau maître, Valérie porta sa main libre à sa bouche. La vieille dame, lucide comme une lame malgré les années, avait tenu seule la première offensive de Renaud et avait gagné suffisamment de temps pour que le réseau de Maxime la protège. « Madame Odette,
Je dois vous dire certaines choses cette nuit. Des choses que je n'ai pas pu vous dire avant, des choses qui se sont passées dans cet hôtel depuis des mois et dont je ne vous ai pas parlé parce que j'avais peur. Ma fille, je sais déjà. Valérie leva la tête, surprise. Comment dites-vous? Je sais déjà, Valérie. Pas tout, mais pas mal. Une vieille qui vit des années au même endroit, ma fille, voit des choses, et même si elle ne comprend pas les chiffres des factures, elle comprend quand un directeur la regarde différemment. Je me doutais de Renaud depuis longtemps, mais comme je me doutais seul, je ne pouvais rien faire. Et parce que vous aussi vous vous doutiez, ma fille, et je le voyais sur votre visage quand vous entriez dans cette chambre, tout ce qu'il me restait était d'attendre. D'attendre que la vie vous donne un jour comme aujourd'hui. Valérie sentit ses yeux se remplir de larmes. Madame Odette, pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit? Parce que vous aviez un enfant malade, ma fille. Et je ne voulais pas être la raison pour laquelle vous mettriez en péril le soutien de cet enfant. Je suis vieille, Valérie. J'ai déjà vécu. Votre fils commence tout juste. Je préférais quitter cet hôtel sans bruit que de voir Antoine sans médication. Valérie enfouit son visage dans ses mains. Elle pleura sans dissimuler. Elle pleura pour des années de silence, pour des années de solitude partagée sans le savoir, pour la femme âgée qui avait été prête à tout perdre en silence pour que son fils ne perde rien. Madame Odette, vous souvenez-vous de ma mère? La vieille dame sourit. Un petit sourire ancien, qui semblait venir de très loin dans le temps. Comment ne me souviendrais-je pas, ma fille? Ta maman, Ramona, était mon amie de cœur. Je l'ai connue quand nous étions jeunes toutes les deux. Mon mari et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Ta maman ne t'avait pas encore non plus. Quand tu es finalement arrivée, ta maman m'a dit « Odette, cette petite sera autant la tienne que la mienne, et je t'ai portée dans mes bras avant presque tout le monde dans ce monde. Quand ta maman est décédée, je lui ai fait une promesse devant son lit. Ma fille, je lui ai promis que tant que je serais en vie, tu ne serais pas seule. C'est pourquoi je t'ai aidé à entrer dans cet hôtel. Et c'est pourquoi, ma fille, cette nuit, quand ces hommes ont voulu me faire partir, la seule chose à laquelle j'ai pensé était « Si on me fait partir, Valérie perd la seule personne qui continue de prendre soin d'elle. Il n'allait pas me faire partir. » Valérie craqua complètement, s'agenouilla devant le fauteuil de la vieille dame, posa sa tête sur les genoux d'Odette, et pleura comme elle ne s'était pas permis de pleurer depuis des décennies. Odette lui caressa les cheveux doucement de ses mains fines et anciennes, comme elle avait caressé Ramona le jour où la promesse avait été faite. « Ma fille, ta maman Ramona, où qu'elle soit aujourd'hui, respire tranquillement pour la première fois depuis de nombreuses années, à plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage. » Renaud Lefebvre-Fontaine raccrocha le téléphone avec un sourire qui s'était figé à moitié. Le jeune garde qu'il avait envoyé au 8e étage venait de l'informer que le transfert de Madame Odette avait été interrompu par un nouveau chef de la sécurité de nuit, nommé Damien Bernard. Renaud n'avait jamais entendu ce nom. Renaud n'avait embauché personne avec ce nom, ce qui signifiait une seule chose. Maxime Beaumont-Dumont, le propriétaire de la chaîne, l'homme que Renaud croyait endormi dans sa propriété privée de l'autre côté de la ville, avait envoyé un chef de la sécurité à lui au 8e étage du Grand Hôtel Beaumont cette même nuit. Sans avertir le directeur général, sans passer par aucun des canaux internes, ce qui signifiait que Maxime savait quelque chose. Renaud se servit un autre court verre du buffet, mais cette fois sa main trembla en le servant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit quelque chose dont il ne se souvenait presque plus le nom, la peur. Il décrocha le téléphone de nouveau, composa le numéro de son neveu, Marc Lefebvre. « Marc, réveille-toi. Nous avons un problème, mon oncle. Il est presque 3 heures du matin, réveille-toi. Je t'ai dit que nous avons un problème. Beaumont a envoyé ses propres gens à l'hôtel cette nuit. Il a mis un chef de la sécurité au 8e étage qui ne répond pas à moi. Ils ont arrêté le transfert de la vieille. Quelque chose bouge, Marc. Et ça ne bouge pas en notre faveur. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand Marc répondit, sa voix sortit plus éveillée qu'elle ne l'avait été de toute la nuit. « Mon oncle, je sais qui a pu le prévenir. » « Qui? La femme de chambre du 8e étage. Cette femme âgée, celle aux yeux étranges, Sinclair. Ça fait un moment qu'elle me donne du fil à retordre. » Renaud resta silencieux. Il serra le verre entre ses doigts. « Marc, j'ai besoin que cette femme n'arrive pas au bureau de Camille Rousseau demain matin. Tu comprends ce que je te dis? » « Je comprends, mon oncle. Comment veux-tu que je l'arrête? » « Je me fiche de comment, mais arrête cette femme avant qu'elle n'arrive là. Bah, si Camille entend ce que cette femme de chambre a à dire, demain à 7 heures, toi et moi, nous serons tous les deux en train de signer des déclarations dans un commissariat. » Marc coupa l'appel. Renaud resta à regarder le verre de liqueur sans bouger. Devant la fenêtre du 12e étage, la ville continuait de dormir. Mais à l'intérieur de ce bureau, en silence, un homme qui pendant des années s'était cru intouchable, venait d'ordonner la seule chose qu'il n'aurait jamais dû oser ordonner. Et une femme qui était à cette heure-là enlaçant une vieille dame dans la suite 814 n'avait aucune idée que,
Tandis qu'elle consolait la petite vieille, quelqu'un venait de décider qu'elle n'allait pas arriver au bureau de l'auditrice le lendemain matin. Les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer la ville quand Valérie sortit finalement de la suite 814 du Grand Hôtel Beaumont. Madame Odette s'était endormie sur le canapé avec la couverture sur les jambes et la tasse de thé vide à côté. Damien Bernard, le nouveau chef de la sécurité de nuit, restait ferme dans le couloir avec la posture de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de bouger de là avant l'arrivée de son remplaçant de confiance. Avant de descendre au hall, Valérie sortit son téléphone de la poche de son tablier. Le message de Camille Rousseau était toujours là, clignotant sur l'écran. Elle répondit d'une seule ligne. « Je vais à votre bureau tout de suite, maître. J'ai ce que vous m'avez demandé et bien plus encore. » Camille répondit en moins d'une minute. « Je vous attends. L'adresse vous parviendra sur votre téléphone portable dans 30 secondes. Et s'il vous plaît, Madame Valérie, ne prenez pas de taxi à la porte de l'hôtel. Marchez 2 pâtés de maison vers le nord et prenez-en un à partir de là. C'est important. » Valérie lut le message 2 fois. Ce « c'est important » n'avait pas besoin d'explication. L'auditrice savait aussi que quelque chose bougeait dans l'ombre. Elle descendit par l'ascenseur de service. Elle traversa le hall principal en silence. Sophie Duval, la réceptionniste de nuit, leva à peine le regard quand elle vit la femme de chambre passer. Pendant une fraction de seconde, les regards des 2 femmes se croisèrent dans le hall vide et, dans cette fraction de seconde, Sophie fit quelque chose que Valérie n'avait pas attendu. Elle lui fit un petit signe de tête, un geste infime, presque imperceptible. Le geste de celle qui se tait depuis des mois et qui soudain ose laisser entendre, sans mots, qu'elle avait compris tout ce qui se passait. Valérie lui rendit le geste et continua de marcher vers la porte latérale de service. Quand elle sortit dans la rue, l'air de l'aube lui frappa le visage d'un froid pur. Elle se rappela l'indication de Camille. Elle marcha 2 pâtés de maison vers le nord. Les rues du centre à cette heure-là étaient encore presque vides avec les premiers vendeurs ambulants qui commençaient à ouvrir leurs stands sur les trottoirs et une lointaine odeur de café, fraîchement moulu, sortant d'un kiosque, ouvert 24h24. À un demi-pâté de maison du carrefour où elle pensait arrêter un taxi, Valérie remarqua quelque chose. Une voiture sombre garée contre le trottoir d'en face, moteur allumé et vitres teintées. Il n'y avait rien de particulier à une voiture garée à cette heure-là dans cette zone, mais il y avait quelque chose dans ce véhicule qui la mit en alerte sans qu'elle-même ne sache pourquoi. Le moteur allumé au ralenti, la position exacte de la voiture devant la sortie latérale de l'hôtel et le conducteur, qu'elle ne pouvait pas voir entièrement à travers la vitre teintée, mais dont la silhouette se penchait en avant chaque fois qu'elle faisait un pas. Valérie sentit son cœur s'accélérer. Elle se rappela les mots de Camille. C'est important. Elle se rappela les mots de Maxime de la nuit précédente. Sous aucun prétexte, la direction du Grand Hôtel Beaumont ne doit être avisée. Elle se rappela le visage de Renaud Lefebvre-Fontaine, qu'elle avait vu tant de fois dans le couloir du 12e étage. Ce sourire facile qui lui avait tant de fois paru excessif et compris en une fraction de seconde que la personne dans la voiture d'en face n'était pas une coïncidence. À quelques pâtés de maison de là, Marc Lefebvre referma son téléphone portable à l'intérieur de la voiture qu'il avait lui-même garée devant la sortie latérale de l'hôtel il y a près d'1 heure. Il avait reçu l'ordre de son oncle au milieu de la nuit et était arrivé en un temps record. L'instruction avait été claire. Arrêter Valérie avant qu'elle n'arrive au bureau de l'auditrice. Comment l'arrêter était son affaire. Marc avait 26 ans, une ambition qu'il confondait avec l'intelligence et la conviction très fréquente chez les complices juniors que le difficile arrivait toujours à quelqu'un d'autre. Il vit Valérie sortir de l'hôtel. Il la vit marcher vers le nord. Il démarra le moteur de la voiture, attendit qu'elle avance de 2 pâtés de maison, puis lâcha le frein et commença à avancer lentement en se maintenant toujours à un demi-pâté de maison de distance. Il ne lui ferait rien physiquement. Marc n'était pas ce genre de complice. Son plan était plutôt de l'intercepter dans une rue latérale, se présenter comme représentant de l'hôtel avec une enveloppe fermée à la main, lui offrir une compensation généreuse pour services rendus en échange d'une démission signée sur le champ et la conduire à l'hôtel pour qu'elle signe les papiers devant le notaire ami de son nom. Le plan était simple, propre, sans scandale et, dans la tête de Marc, totalement possible. Ce que Marc ignorait, c'est qu'à 3 voitures de distance derrière sa propre voiture, un autre véhicule le suivait depuis un moment. Une berline noire, sobre, sans signe distinctif. Et à l'intérieur de cette berline, sur le siège passager, voyageait un homme plus âgé, d'une présence tranquille, qui portait une veste de concierge, mais n'était plus en service. Monsieur Aurélien Mercier n'était pas rentré chez lui après son service. Il avait reçu sur son téléphone portable, il y a 20 minutes, un bref message de Maxime Beaumont-Dumont qui disait « Monsieur Aurélien, si Madame Sinclair quitte l'hôtel seule, suivez-la. Damien Bernard est occupé au 8e étage. Ne la laissez pas sans protection. J'envoie une voiture vous chercher dans 5 minutes.
Monsieur Aurélien avait rangé son téléphone sans répondre. Il avait attendu à la porte de l'hôtel jusqu'à ce que Damien lui fasse un signe depuis le hall que Valérie descendait. Il était sorti par la porte du personnel. La berline l'avait pris au coin de la rue, et depuis, le chauffeur, un professionnel de la sécurité de la chaîne Beaumont, maintenait la distance exacte qui leur permettait de voir la voiture suspecte d'en face sans être vue. « Monsieur Aurélien », dit le chauffeur à voix basse. « Celui de devant s'approche de madame. J'avance ? Pas encore. Qu'il montre d'abord la main. » La berline continua à distance. Marc accéléra un peu. Valérie, à un demi-pâté de maison plus loin, avait cessé de marcher. Elle était arrêtée devant un kiosque ouvert 24, faisant semblant de regarder les magazines en vitrine. Mais en réalité, elle avait son téléphone à la main, composant un numéro que M. Aurélien ne pouvait pas voir. Le téléphone de M. Aurélien vibra. C'était elle. « Monsieur Aurélien, il y a une voiture qui me suit. »« Je sais, ma fille. Je suis derrière. Restez tranquille. Continuez de marcher, comme si vous ne l'aviez pas vu. Au prochain carrefour, tournez à droite. Ne regardez pas derrière. Je m'en occupe. Monsieur Aurélien, vous êtes dans la rue. Il y a 20 ans que Monsieur Beaumont-Dumont n'a pas demandé de faveur à ce vieil homme, ma fille. Il n'allait pas le laisser tomber à la première occasion. » Valérie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais ne les laissa pas couler. Elle raccrocha, rangea son téléphone dans sa poche, marcha vers le coin de la rue, tourna à droite comme Monsieur Aurélien l'avait indiqué, et alors quelque chose bougea rapidement derrière elle. Marc Lefebvre vit la femme de chambre tourner le coin. Il accéléra. Quand il tourna, lui aussi, une fraction de seconde plus tard, il trouva la rue différente de ce qu'il avait imaginé. Valérie continuait de marcher, oui, mais de l'autre côté de la rue, garée contre le trottoir, il y avait une berline noire avec la portière passager ouverte et descendant de la berline avec un calme déconcertant. Un homme plus âgé que Marc reconnut aussitôt. Le concierge du hall, le vieux du grand hôtel Beaumont. L'homme que Marc avait ignoré pendant des mois chaque fois qu'il entrait dans l'immeuble pour rencontrer son oncle. Monsieur Aurélien traversa la rue d'un pas ferme, leva la main, non pas pour menacer, mais pour indiquer. Et quand Marc arrêta la voiture à contre-cœur, Monsieur Aurélien s'approcha de la vitre du conducteur avec une sérénité que le jeune homme ne lui avait jamais vue. Il frappa la vitre de 2 coups de phalange. Marc la baissa. Jeune Lefebvre, Marc déglutit. Le concierge le connaissait par son nom. « Que voulez-vous, vieux ? Je veux que vous coupiez le moteur, que vous descendiez de la voiture et que vous vous asseyiez avec nous dans la berline derrière. Nous devons discuter. Je n'ai rien à dire à un concierge. » Monsieur Aurélien sourit à peine. Un petit sourire patient. Ancien, ce n'est pas avec moi que vous avez à parler, jeune homme. C'est avec Maître Rousseau, qui vous attend dans son bureau depuis 1 heure. Votre oncle vous a envoyé pour l'arrêter. Elle vous attend. Décidez comment vous préférez arriver à ce bureau, jeune homme, par vos propres moyens en conversant avec nous ou accompagné par des gens qui ne vous poseront pas 2 fois la question. Derrière la berline noire, au coin de la rue, un autre véhicule était apparu sans que Marc ne le remarque auparavant. Une autre voiture sombre, un autre chauffeur, un autre homme de l'équipe de sécurité propre à Maxime. Les réseaux que le propriétaire de la chaîne avait tissés en quelques heures étaient plus denses que Marc n'aurait jamais imaginé. Le jeune homme resta à regarder Monsieur Aurélien en silence, et pour la première fois de cette longue nuit, sur son visage apparut le geste exact que tant de complices juniors ont quand ils comprennent trop tard que le camp où ils étaient n'était pas le camp qui gagnait. Il descendit de la voiture. Monsieur Aurélien l'escorta jusqu'à la berline. La porte se referma derrière lui. Valérie, d'un demi-pâté de maison plus loin, vit la manœuvre complète par-dessus l'épaule. Elle ne s'arrêta pas. Elle continua de marcher vers le carrefour, où elle arrêterait finalement un taxi pour se rendre au bureau de Camille. Mais avant d'appeler le taxi, son téléphone vibra de nouveau. C'était Maxime. « Madame Valérie, ça va ? Je vais bien, monsieur. » Monsieur Aurélien vient de récupérer Marc Lefebvre dans la rue. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand Maxime répondit, sa voix sortit différente. Ce n'était pas de la satisfaction, c'était quelque chose qui ressemblait beaucoup à la douleur d'un homme qui finissait d'accepter l'ampleur exacte de la trahison qu'il avait vécue sous son propre toit. « Madame, j'ai besoin que vous alliez au bureau de Camille. J'ai besoin que vous racontiez tout et j'ai besoin que vous restiez là, bas, jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui à 11h du matin, je vais convoquer le conseil d'administration de la chaîne Beaumont à une réunion d'urgence dans cet immeuble. Je veux que vous soyez présente lorsque nous convoquerons Renaud Lefebvre-Fontaine à cette réunion. Je veux qu'il vous voie entrer dans la salle. Je veux qu'il sache à votre visage que le silence qu'il a acheté pendant des années vient de se terminer. » Valérie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix sortit ferme. « Je serai là, monsieur. » Elle raccrocha, appela le taxi, monta. Le taxi démarra vers le quartier où Camille Rousseau l'attendait. Mais tandis que le taxi avançait dans les rues qui commençaient à s'éveiller, le téléphone portable de Valérie vibra une fois de plus. Ce n'était pas Maxime, ce n'était pas Camille, c'était Antoine.
Valérie répondit. « Maman, il y a quelqu'un à la porte de l'appartement. Ils sonnent à l'interphone. Ils ne veulent pas dire leur nom. Ils disent qu'ils viennent de la part de l'hôtel. » Valérie sentit l'air lui quitter la poitrine. Renaud Lefebvre-Fontaine venait de déplacer la deuxième pièce, et cette fois la pièce était son fils. Valérie serra le téléphone contre son oreille de la main qui ne tremblait plus. Le taxi avançait sur les avenues qui commençaient à s'éveiller, et la ville prenait la couleur bleu pâle des premières heures. La voix d'Antoine de l'autre côté de la ligne sonnait sereine, trop sereine pour un jeune homme de son âge, affrontant cela seul. « Maman, tu veux que j'ouvre ? Non ma vie, n'ouvre pas. Passe-moi à l'interphone de l'immeuble. Dis-lui que c'est toi qui parles avec moi, et passe-moi le combiné. Maman, le concierge n'est pas là, ça fait un moment qu'il ne répond pas en bas. Celui qui a sonné a parlé par l'interphone directement à la maison. » Valérie sentit sa poitrine se serrer. Le concierge de l'immeuble, Monsieur André, était à ce poste depuis des années. Qu'il ne soit pas là à l'aube à son poste du hall était étrange, trop étrange. « Mon fils, écoute-moi calmement. Tu n'ouvres la porte à personne, tu comprends ? À personne. Et tu vas faire autre chose. Tu vas prendre la carte que je t'ai laissée hier soir, celle qui dit MB. Tu vas appeler le numéro au dos. Tu vas dire que tu es le fils de Valérie Sinclair et tu vas lui raconter ce qui se passe en ce moment. Je le fais. Je le fais déjà, maman. Reste tranquille. Et Antoine, oui, maman. N'aie pas peur, mon fils. Cette fois, tu n'es pas seul. » Valérie raccrocha. Elle composa immédiatement un autre numéro. Maxime répondit au premier son. « Monsieur Beaumont-Dumont, à la porte de l'immeuble où vit mon fils, il y a quelqu'un qui dit venir de l'hôtel. Le concierge de l'immeuble n'est pas à son poste, et mon fils est seul en haut. » Il y eut une pause très courte de l'autre côté de la ligne. Quand Maxime répondit, sa voix sortit d'un autre ton. Pas le ton de l'homme d'affaires, le ton de l'homme qui comprend en une fraction de seconde que la guerre vient de se déplacer de son immeuble à l'immeuble de quelqu'un d'autre. « Madame Valérie, donnez-moi l'adresse exacte de votre immeuble. Damien Bernard est déjà en mouvement. Il arrivera avant tout le monde. Faites confiance. » Valérie lui dicta l'adresse d'une voix posée. Elle raccrocha l'appel. Le taxi continuait d'avancer vers le bureau de Camille, mais Valérie, pendant les minutes suivantes, fut la seule personne du véhicule qui ne semblait pas être à l'intérieur du véhicule. Elle avait le corps sur le siège arrière. Elle avait la tête divisée entre deux endroits de la ville. L'appartement où son fils décidait s'il ouvrait la porte ou non, et le bureau où une auditrice l'attendait pour entendre la vérité qui allait faire s'effondrer un homme puissant. À quelques kilomètres de là, à la porte de l'immeuble de la famille Sinclair, un individu en costume gris insistait sur l'interphone tout en consultant son téléphone portable. Il portait une enveloppe blanche sous le bras et l'expression professionnelle de celui qui remplit une mission qui ne l'intéresse pas trop, mais qui paie bien. Il ignorait que la personne qui l'avait engagé était le neveu de Renaud Lefebvre-Fontaine. D'un côté de l'arbre familial, le neveu Marc, dans sa tentative de couvrir la dernière pièce, avait envoyé un coursier externe avec une enveloppe qui offrait à la famille Sinclair une assistance sociale immédiate en échange de la signature par la mère d'une petite lettre de démission volontaire de l'hôtel au moment même de la réception de l'enveloppe. C'était maladroit, c'était désespéré, c'était la dernière cartouche d'un homme qui était déjà en train de perdre. L'homme en costume gris n'eut pas le temps de sonner une troisième fois. Derrière lui, deux voitures sombres s'arrêtèrent sur le trottoir. De l'une descendit Damien Bernard, avec la posture tranquille de l'homme qui passait déjà 12 heures à résoudre des urgences. De l'autre descendit un jeune homme qui portait la carte visible de l'équipe de sécurité d'entreprise de la chaîne Beaumont. Damien s'approcha de l'homme en costume gris. Il lui demanda, sans élever la voix, de s'identifier. L'homme, en voyant les insignes, tenta de reculer. Damien l'arrêta d'un geste de la main. « L'enveloppe que vous transportez, monsieur, contient des éléments liés à un mineur. Cela, dans ce pays, nécessite une documentation spéciale. Je vais vous demander de m'accompagner au commissariat du quartier. La plainte est déjà en cours. Si votre intention était de remettre un papier innocent, vous n'aurez pas de problème. Si c'était autre chose, vous n'aurez pas beaucoup de marge pour inventer quelque chose en chemin. » L'homme en costume gris ne répondit pas. Il se laissa conduire vers l'une des voitures sombres. Pendant ce temps, le second homme de l'équipe s'approcha de l'interphone de l'immeuble. Il appuya sur l'appartement des Sinclair. La voix d'Antoine répondit aussitôt. « Oui, jeune Sinclair, je suis de l'équipe de monsieur Beaumont-Dumont. Votre mère nous a prévenus. Nous avons déjà interpellé l'homme qui a sonné. Tout est sous contrôle. Je vais monter vérifier que tout est en ordre à l'intérieur de l'appartement si vous m'autorisez. » Antoine respira pour la première fois en ce qui lui sembla 1 heure. « Montez, monsieur. » Quand le taxi de Valérie s'arrêta devant le bureau de Camille Rousseau, le téléphone portable de la femme de chambre vibra. C'était un bref message de Maxime. « Votre fils va bien. L'individu a été intercepté avant de monter. Damien vous enverra des photos de l'opération dès qu'il sera libre. Concentrez-vous sur la réunion, Madame Valérie. La partie difficile d'aujourd'hui n'a pas encore commencé.
Valérie lut le message, ferma les yeux une seconde, paya le chauffeur de taxi, descendit. Le bâtiment où fonctionnait l'audit interne d'entreprise de la chaîne Beaumont était un bâtiment de bureaux sobres, de marbre gris et de vitres sombres dans un quartier central que Valérie avait vu passer de nombreuses fois depuis le bus, mais où elle n'était jamais entrée. Elle monta par l'ascenseur jusqu'à l'étage où on l'attendait. Les portes s'ouvrirent sur un couloir propre, silencieux, avec des plantes vivantes dans de grands pots. Camille Rousseau sortit la recevoir en personne. Femme jeune, au pas ferme, au tailleur sobre. Quand elle vit Valérie, elle fit quelque chose que la femme de chambre n'avait pas attendu. Elle la salua avec la même révérence professionnelle qu'elle aurait adressée à une directrice senior. « Madame Sinclair, entrez, s'il vous plaît. Nous vous attendions depuis longtemps. » Valérie resta immobile dans le couloir un instant. « Maître, excusez-moi, mais je sais bien qui je suis. Il n'est pas nécessaire que vous me traitiez ainsi. » Camille la regarda dans les yeux et répondit avec un calme qui avait quelque chose de tranchant. « Madame, Maxime m'a ordonné de vous traiter comme un conseiller senior de la chaîne, mais je vais vous avouer quelque chose. Quand il m'a donné cet ordre hier soir, j'ai eu un instant à peine, mais je l'ai eu, où j'ai pensé, quelle exagération, une femme de chambre. Je suis descendu au café de l'immeuble pendant que je l'attendais. J'ai passé 20 minutes à penser à cet instant, et je suis remontée honteuse de moi-même, madame, car j'ai compris que la première personne qui avait jugé par l'uniforme avant de l'écouter, c'était moi. Je suis désolé, et je vous demande de me permettre de vous écouter maintenant avec l'attention que vous méritez. Valérie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, elle sourit à peine. Un petit sourire fatigué, beau. « Je vous remercie de votre honnêteté, maître. Entrons. » Les deux femmes entrèrent dans le bureau. Sur la table de réunion, il y avait déjà un dossier ouvert. À l'intérieur, Valérie reconnut des copies de mouvements de compte de Madame Odette, des listes de frais fantômes et, ce qui l'a surpris le plus, des photocopies de documents anciens avec une calligraphie de machine à écrire qui ne pouvait être autre chose que l'archive personnelle de M. Aurélien Mercier. Livré ce même matin, Camille lui tendit une tasse de café, s'assit en face d'elle, alluma un petit enregistreur. « Madame Sinclair, commençons par le début. Racontez-moi ce que vous avez vu ces derniers mois sans rien omettre. » Valérie respira profondément et commença à parler. À de nombreux kilomètres de là, dans sa maison privée, Renaud Lefebvre-Fontaine finissait de se raser devant le miroir de la salle de bain. Il n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit à essayer de contacter Marc et le téléphone portable de son neveu restait occupé. Il avait essayé de contacter l'individu en costume gris et il ne répondait pas non plus. Il avait essayé de contacter le jeune garde qu'il avait envoyé au 8 étages la nuit précédente. Et celui-là non plus. Pour la première fois depuis de nombreuses années, aucune de ces pièces ne répondait. Alors son téléphone sonna. Sur l'écran apparut le nom qu'il attendait le moins à cette heure. Maxime Beaumont-Dumont. Il décrocha d'une main ferme. Ancienne habileté des hommes habitués à feindre. « Max, cher ami, il s'est passé quelque chose ?» La voix de Maxime sortit cordiale, trop cordiale. « Renaud, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui à 11 heures précises à l'hôtel. J'ai convoqué une réunion extraordinaire du conseil. Rien de grave, sujet opérationnel. Tu me confirmes que tu y seras ? » « Bien sûr, Max, j'y serai. Une chose de plus, Renaud. Viens habillé formellement. Il y aura des gens extérieurs à la chaîne. » « Oui, je serai formel, Max. Tranquille. Je t'attends, mon ami. » Maxime raccrocha. Renaud resta à regarder le miroir un long moment. « Mon ami », le mot sonnait comme un adieu, mais Maxime avait toujours été un homme direct. S'il avait suspecté quelque chose de grave, il ne l'aurait pas appelé, il l'aurait fait chercher. Renaud finit de se raser, enfila l'un de ses meilleurs costumes, prit un café à la hâte et partit en direction du grand hôtel Beaumont avec le même sourire facile qui lui avait ouvert des portes toute sa vie. À 11 heures précises, la salle du conseil d'administration de l'hôtel était déjà pleine. Les membres du conseil, des hommes d'affaires âgés, des conseillers juridiques historiques de la chaîne, 2 directeurs régionaux qui avaient voyagé en urgence en avion privé, occupaient les places autour de la grande table en chêne. Camille Rousseau était à l'extrémité de la table, son ordinateur ouvert. Monsieur Aurélien Mercier était assis contre le mur latéral, serein, une épaisse enveloppe sur les genoux. Damien Bernard était debout près de la porte, les bras croisés. Maxime Beaumont-Dumont présidait la table et au fond de la salle, dans une petite antichambre avec une vitre teintée du côté opposé à l'entrée, un espace conçu à l'origine pour que les assistants de protocole suivent les réunions sans y participer. Valérie Sinclair était assise en silence. De derrière cette vitre, elle pouvait voir toute la salle, mais ceux qui étaient dans la salle ne pouvaient pas la voir. À 11h02, la porte de la salle s'ouvrit. Renaud Lefebvre-Fontaine entra avec son sourire facile, son costume impeccable,
son salut ouvert aux membres du conseil. Il salua Maxime d'une poignée de main ferme. Il s'assit à la place qui lui revenait à droite du propriétaire de la chaîne. « Max, je suis là. Racontez-moi l'urgence. » Maxime le regarda pendant une longue seconde, puis ouvrit un dossier devant lui, le tourna vers Renaud. Renaud, avant de commencer, « Regarde ça. » Renaud baissa les yeux. Il vit un premier document, un mouvement bancaire, son nom, sa signature, le compte parallèle. Il leva les yeux, le sourire se figea à moitié. « Max, ça s'explique. Je t'écoute, Renaud. C'est un mouvement de trésorerie interne, un prêt intra-société. Je devais t'en parler la semaine dernière. Mais Renaud, tu veux aussi expliquer celui-là » Maxime tourna un deuxième document, et un troisième et un quatrième et un cinquième, chacun plus compromettant que le précédent. Renaud, assis à droite du propriétaire de la chaîne, vit comment chaque mouvement frauduleux qu'il avait construit pendant des années apparaissait sur la table en chaîne comme des cartes qu'un joueur bien meilleur venait de poser tout ensemble. Quand Maxime tourna le septième document, la liste complète des prélèvements fantômes sur le compte de Madame Odette Dubois au cours des derniers mois, signé autorisant le prélèvement par RLF, Renaud Lefebvre-Fontaine baissa les yeux et pour la première fois de sa vie d'adulte ne trouva aucun sourire prêt à offrir. Maxime ferma le dossier, posa ses mains sur la table. « Renaud, il y a une personne dans cet immeuble qui cette nuit t'a mise à genoux sans te toucher un doigt. Une seule personne, Renaud, la personne que toi et ton neveu avez envoyé arrêter avant qu'elle n'arrive à cette réunion. La personne dont le fils malade a été utilisé comme levier de pression ce matin même. » Renaud leva la tête. « Max, quelle personne ?» Maxime leva la main, fit un geste vers l'antichambre du fond. La porte vitrée teintée s'ouvrit et Valérie Sinclair entra dans la salle du conseil d'administration. Renaud Lefebvre-Fontaine resta figé sur sa chaise. Il la vit s'approcher lentement, le dos droit, le tablier de l'hôtel toujours sur son uniforme, les yeux sereins de la femme qui pendant des années avait été invisible dans ses couloirs. Et il comprit en cette seconde que la personne qu'il avait décidé de traiter comme un meuble était la seule personne dans cet immeuble qui n'avait jamais oublié d'être humaine. Maxime se leva. « Renaud, avant que les avocats et les membres du conseil ne parlent, cette dame va parler. Car la première personne qui a le droit de te dire ce que tu as fait, ce n'est pas moi, c'est elle. » Et Valérie Sinclair, debout au bord de la table en chêne, face à l'homme qui avait tenté de la faire disparaître ce matin même, ouvrit la bouche pour parler. Valérie Sinclair resta debout au bord de la table en chêne. La salle du conseil d'administration du Grand Hôtel Beaumont la regardait en silence. Les membres du conseil, les conseillers juridiques, les directeurs régionaux, des gens qui dans une autre vie n'auraient jamais écouté une femme de chambre à une table pareille, attendaient avec l'attention immobile que l'on prête à quelqu'un qui est sur le point de changer l'atmosphère d'une pièce. Renaud Lefebvre-Fontaine restait assis à droite de Maxime. Le sourire facile avait disparu. Il gardait sur le visage l'expression d'un homme qui se voit pour la première fois de l'extérieur. Valérie respira profondément. Elle pensa à sa mère Ramona, qu'il avait rêvé universitaire. Elle pensa à Antoine, qui ce matin même avait ouvert la porte de sa maison à des inconnus sans trembler. Elle pensa à Madame Odette, qui s'était tenue seule face à deux hommes de l'hôtel, leur exigeant d'appeler son avocat. Elle pensa à Monsieur Aurélien, qui avait gardé pendant 15 ans une enveloppe en attendant quelqu'un prêt à la lire. Elle pensa à elle-même, glissant le long du mur du couloir du 8 étages, le téléphone du médecin contre son oreille, et commença à parler. « Monsieur Lefebvre-Fontaine, j'ai nettoyé votre bureau pendant des années. J'ai nettoyé les verres de la table latérale. J'ai essuyé la poussière qui s'accumulait sur les cadres des tableaux. J'ai ramassé les papiers que vous laissiez tomber par terre sans vous pencher. Je l'ai toujours fait avec respect, parce que ma mère m'a appris que le travail est le travail. Mais il y a eu des choses que j'ai vues aussi, monsieur. J'ai vu de petits comptes passer sous le bureau que vous signiez sans regarder la personne qui les recevait. J'ai vu une vieille dame nommée Odette, qui vit seule dans cet immeuble depuis avant que j'y entre, recevoir des frais qu'elle n'aurait jamais pu demander. J'ai vu votre neveu, le jeune Marc Lefebvre, sortir à des heures indues par la porte de service avec un dossier fermé à la main. J'ai vu beaucoup de choses, monsieur, et pendant des années je ne les ai pas dites parce que mon fils dépend d'un médicament et parce que vous, sans le savoir, étiez le propriétaire de mon silence. La salle était dans un silence absolu. Renaud baissa les yeux. La nuit dernière, quelque chose s'est passé qui m'a enlevé ce silence. La nuit dernière, un homme que je ne connaissais pas s'est arrêté dans le couloir de mon étage et m'a posé une question que personne ne m'avait posée auparavant. Et ce matin, ce même homme a pris soin de mon fils quand vous, monsieur, avez envoyé un coursier à la porte de mon immeuble pour acheter ma famille avec une enveloppe. Je ne veux pas parler de moi maintenant, monsieur. Je veux parler de Madame Odette. Parce que Madame Odette est la personne qui est restée seule hier soir, dans une chambre face à deux hommes qui ont voulu la faire sortir de sa maison. Et c'est la personne que vous avez volée pendant des mois, sachant qu'elle ne pouvait pas se défendre.
Et à cette personne, « Monsieur, je ne demande rien pour moi. Je vous demande de lui rendre tout ce que vous lui avez pris jusqu'au dernier centime. Et je vous demande aussi de lui présenter vos excuses en personne, en la regardant dans les yeux, avant que cette salle ne décide ce qu'elle va faire de vous. » Renaud Lefebvre-Fontaine ne répondit pas. Ses mains tremblaient sur la table. Camille Rousseau ouvrit son ordinateur. Elle commença à lire à voix haute la liste complète des frais fantômes, autorisation par autorisation, date par date. Le chiffre final, quand il arriva, fut suffisamment important pour que 2 directeurs régionaux se portent la main au front. Maxime Beaumont-Dumont se leva, marcha jusqu'à la porte latérale de la salle, l'ouvrit et Madame Odette Dubois entra. La vieille dame marcha lentement, appuyée sur une fine canne qu'elle n'utilisait presque jamais en public, mais qu'elle avait décidé d'utiliser ce jour-là pour que toute la salle la voie marcher comme elle marchait. Fragile de corps, intacte d'âme. Damien Bernard l'avait accompagnée en silence depuis l'ascenseur. Madame Odette avança jusqu'au devant de la table en chêne. Elle regarda Renaud. « Monsieur Lefebvre, mon mari m'a laissé cet endroit comme ma dernière demeure. J'ai fait confiance à cet hôtel, et cet hôtel vous a fait confiance. Je ne sais pas si je vivrai encore de nombreuses années, mais celles qui me restent, je ne veux pas les passer à garder de la rancœur pour vous. Je vais vous dire la seule chose que j'ai à vous dire, et après je ne vous parlerai plus jamais. Mon mari aurait dit qu'un homme qui vole une vieille femme seule est un homme que personne ne pourra plus aider. J'ajoute une seule chose de ma part. Je vous pardonne, non pas parce que vous le méritez, monsieur, mais parce que je ne veux pas porter le poids de ne pas vous avoir pardonné. » Renaud Lefebvre-Fontaine baissa la tête. Pour la première fois dans cette salle, ses épaules se secouèrent. Il ne se permit pas de pleurer explicitement, mais quelque chose se brisa en lui qu'il n'avait même pas su être entier jusque-là. Madame Odette se tourna, marcha lentement vers Valérie, lui prit la main et, devant la salle entière, lui dit à voix haute ce qu'elle avait eu toutes ces années. « Ma fille, ta maman Ramona, où qu'elle soit aujourd'hui, est fière et moi aussi. » Valérie porta sa main libre à sa bouche. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle essaye cette fois de les cacher. Camille Rousseau conduisit à partir de là les procédures. Renaud Lefebvre-Fontaine fut démis de ses fonctions lors de cette même session. Il accepta, assisté de son avocat, un processus de collaboration qui incluait le remboursement intégral des montants documentés, la cession de biens couvrant le montant documenté et la soumission aux conséquences civiles correspondantes. Marc Lefebvre, le neveu, avait déjà signé dans le bureau de Camille ce même matin, avant le conseil, une déclaration dans laquelle il livrait les détails de l'opération en échange d'un processus réduit. Monsieur Aurélien Mercier était assis contre le mur latéral, l'enveloppe vide sur les genoux. Pour la première fois en 15 ans, son archive cessait d'être un poids silencieux et se transformait en justice signée. L'individu en costume gris, intercepté à la porte de l'immeuble de la famille Sinclair, avait été remis au commissariat correspondant. Le concierge, M. André, fut retrouvé enfermé dans la salle de service de l'immeuble où il avait été introduit pour le distraire pendant la manœuvre. Il avait un petit coup au front et beaucoup plus de peur que de dommages physiques. Maxime s'occupa personnellement de couvrir le traitement médical du concierge et de sa famille. Avant la fin de la session, Maxime Beaumont-Dumont prit la parole une dernière fois. « Messieurs du Conseil, rien de ce qui s'est passé ce dernier jour n'aurait été possible sans 3 personnes que cette chaîne doit nommer à voix haute. Monsieur Aurélien Mercier, qui a gardé pendant 15 ans l'archive que cette salle vient de lire. Madame Odette Dubois, qui a attendu seule face à cette entreprise parce qu'elle croyait en une femme qui portait dans ses bras une enfant qui n'était pas la sienne. Et Madame Valérie Sinclair, qui cette nuit a ouvert une porte que moi, propriétaire de cette chaîne, j'avais maintenue fermée par peur pendant des années. À tous les 3, nous devons quelque chose qu'aucun salaire ne paie. Ce que nous pouvons faire, c'est ne pas faire semblant que cela ne s'est pas produit. » Maxime respira et continua. « À partir d'aujourd'hui, dans chaque hôtel de la chaîne Beaumont, il existera une nouvelle figure, le défenseur des clients vulnérables. Sa mission sera de protéger les clients âgés, les clients seuls, les clients en situation fragile, contre toute irrégularité commise par le propre personnel de l'hôtel. Ce défenseur aura une autorité directe sur la direction de chaque propriété et rendra compte à la présidence de la chaîne sans passer par aucune direction intermédiaire. La première défenseur des clients vulnérables de la chaîne Beaumont sera Madame Valérie Sinclair. » Valérie leva la tête, surprise. « Si elle accepte, » ajouta Maxime, « un salaire digne, une équipe à sa charge et la couverture permanente du traitement médical de son fils par le biais de la fondation d'entreprise, sans condition jusqu'au dernier jour de besoin médical de cet enfant. » La salle resta silencieuse, puis quelqu'un applaudit, puis un autre, puis la salle entière. Ce n'était pas un applaudissement protocolaire, c'était autre chose. Valérie regarda Madame Odette, regarda Monsieur Aurélien, regarda Maxime. « J'accepte, monsieur. » Quelques semaines plus tard, un matin quelconque,
Le hall du Grand Hôtel Beaumont se réveilla avec une petite plaque de bronze sur le mur latéral, près du comptoir de M. Aurélien. La plaque n'avait pas de nom propre écrit, elle avait seulement une phrase gravée en lettres simples. Dans cet hôtel, aucun client n'est seul. Dans cet hôtel, aucun employé n'est invisible. M. Aurélien Mercier la nettoya personnellement chaque matin jusqu'au dernier jour de sa vie professionnelle. Il prit sa retraite quelque temps après avec une petite cérémonie intime dans le hall. Maxime lui offrit une indemnité extraordinaire. M. Aurélien accepta la moitié et demanda que l'autre moitié soit destinée à la Fondation de médication pédiatrique, que l'hôtel soutenait déjà avec le cas d'Antoine. Il vécut ces dernières années à écrire des lettres à ses petits-enfants, à lire de vieux livres et à rendre visite à Madame Odette dans sa suite tous les 15 jours. Madame Odette Dubois reçut le remboursement intégral de chaque sou qui lui avait été soustrait, mais elle ne garda presque rien de l'argent. Elle le destina entièrement à un fonds fiduciaire au nom d'Antoine Sinclair pour ses futures études universitaires. Quand Valérie tenta de refuser, Madame Odette lui prit les 2 mains sur la table de la suite 814 et lui dit avec la lucidité intacte de ses 73 ans, « Ma fille, ta mère Ramona m'a fait promettre que tant que je vivrai, tu ne serais pas seule. J'ai tenu cette promesse avec toi toute ma vie, mais maintenant c'est à mon tour de la tenir avec ton fils. Laisse-moi la tenir, ma fille. Ne me l'enlève pas. » Valérie ne put répondre. Elle posa seulement sa tête sur l'épaule fragile de la vieille dame. Renaud Lefebvre-Fontaine respecta intégralement l'accord de remboursement. Il perdit sa maison, il perdit son nom dans le milieu hôtelier, il perdit le cercle social qu'il avait soutenu pendant des décennies. Son neveu Marc Lefebvre, en revanche, prit un chemin différent. Après avoir fait face à la justice, il s'inscrivit à un programme d'extension universitaire sur l'éthique des affaires et quelque temps après, il envoya à Valérie une courte lettre manuscrite dans laquelle il lui demandait pardon sans rien demander en retour. La lettre arriva au nouveau bureau de Valérie au siège de l'entreprise. Elle la lut 2 fois, la rangea dans un tiroir, n'y répondit pas, mais ne la déchira pas non plus. Il y a des pardons qui ne sont pas accordés avec des mots, pensa-t-elle, mais qui ne sont pas non plus refusés par le silence. Camille Rousseau fut confirmée comme directrice de la conformité de la chaîne Beaumont pour toutes les propriétés du pays. Elle remodela les protocoles de gouvernance interne. Elle présenta l'affaire Beaumont à un congrès international d'audit d'entreprise comme référence éthique et ne jugea plus jamais, même un instant, l'uniforme avant d'écouter la personne. Damien Bernard resta chef permanent de la sécurité d'entreprise. Sophie Duval, la réceptionniste de nuit, fut promue coordinatrice générale du service de nuit après avoir remis à Camille, le lendemain du conseil, un carnet avec des notes sur des mouvements étranges qu'elle avait observés pendant des mois, sans oser dénoncer. Quand Valérie lui demanda pourquoi elle n'avait pas parlé avant, Sophie lui répondit les yeux brillants. « Parce que jusqu'à cette semaine, madame, je ne savais pas que dans cet immeuble on pouvait parler. » Un matin, déjà dans une autre saison, Valérie Sinclair arriva tôt au siège de l'entreprise de la chaîne Beaumont. Elle avait une réunion avec l'équipe du défenseur à la première heure. Avant de monter au bureau, elle s'arrêta dans le hall de l'immeuble. Sur le mur, près du comptoir, une plaque de bronze plus grande avait été installée le mois précédent. Elle portait les noms des clients âgés et seuls que le défenseur protégeait actuellement dans chaque propriété de la chaîne. Le premier nom de la liste en lettres simples disait « Madame Odette Dubois, suite 814, Grand Hôtel Beaumont ». Valérie passa les doigts sur le bronze, puis monta. Dans son bureau l'attendaient 2 choses. Une tasse de café préparée par sa secrétaire, qui avait appris en quelques semaines à ne pas l'appeler Madame la directrice, car Valérie insistait pour être appelée par son nom. Et sur le bureau, une enveloppe fermée avec le sceau de l'université publique de la ville. À l'intérieur, une lettre d'admission à la faculté de médecine adressée à Antoine Sinclair. C'était une démarche qu'elle avait accompagnée avec son fils pendant des semaines. La lettre était arrivée ce matin-là. Valérie ouvrit l'enveloppe avec précaution, lut la première ligne, porta sa main libre à sa bouche, et pour la première fois dans cette nouvelle vie, elle pleura sans se retenir le visage, sans s'excuser auprès de personne, sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Elle sortit son téléphone portable, composa le numéro de son fils. « Ma vie, maman, c'est arrivé, c'est arrivé. » Il eut un silence de l'autre côté de la ligne, puis la voix d'Antoine sortit ferme. « Jeune homme, maman, c'est arrivé. Quand je serai médecin, je soignerai gratuitement les enfants des femmes qui nettoient des bâtiments comme le tien. Je te le promets, maman. » Valérie ne put répondre immédiatement. Quand elle le fit, sa voix sortit douce. « Mon fils, ta grand-mère Ramona te regarde aujourd'hui. » Et elle sourit. Elle raccrocha l'appel. Elle marcha jusqu'à la fenêtre du bureau. Elle regarda la ville en bas, qui s'éveillait. Elle sortit de la poche de sa veste une petite carte ancienne à la calligraphie déjà usée qu'elle avait conservée depuis la première nuit
pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère. MB, elle l'a lu de nouveau, la rangea et dit à voix haute, regardant la ville, une seule phrase pour elle-même et pour tous ceux qui n'étaient plus là. « Maman, Madame Odette, je suis là, et je ne me tairai plus jamais. » Certains croient que le propriétaire d'un lieu est celui qui signe les chèques, celui qui a la clé maîtresse, celui qui entre dans le bâtiment avec son costume impeccable et son salut cordial. L'histoire de Valérie Sinclair existe pour nous enseigner le contraire. Le véritable propriétaire d'un lieu est celui qui en prend soin quand personne ne regarde, celle qui nettoie avec respect la chambre d'une vieille dame seule et la traite comme une mère, le vieux concierge qui garde en silence pendant 15 ans une enveloppe qui ne lui appartient pas, la femme de chambre qui ose prononcer un nom à voix haute, sachant que ce nom peut lui coûter tout. Ceux qui humiliaient les autres en croyant que l'uniforme définit l'être humain oublient toujours la même chose. Parfois, la personne qui en sait le plus sur l'endroit où l'on croit commander est la personne à qui l'on n'a jamais rien demandé. Et quand cette personne décide enfin de parler, elle n'a pas besoin d'élever la voix, elle n'a besoin que d'un appel au milieu d'un couloir et un monde entier, sans savoir pourquoi, baisse sa garde pour l'écouter.